Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La détermination est bien là, mais les avancées restent timides. La rencontre Sarkozy-Merkel-Monti a permis aux trois dirigeants et surtout aux deux premiers d'afficher leur accord sur une modification des traités européens. Mais il y a un mais de taille. L'Allemagne ne veut pas bouger sur le rôle de la Banque centrale européenne. Mais est-ce vraiment définitif? Nous poserons la question à notre invité ce soir, ancien directeur général du FMI et gouverneur honoraire de la Banque de France, Michel Cantu, dans un instant. En attendant, en tous les cas, les bourses en Europe font grise mine. Le débat sur le droit de vote des étrangers aux élections locales est lancé. Après l'offensive hier du chef de l'État, la classe politique se divise sur le sujet. Il faut dire qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, le thème est sensible. Partisans et opposants s'affrontent sur la notion de citoyenneté. En Égypte, à présent, l'armée tue et puis s'excuse. Mais les manifestants qui occupent de nouveau la place Tahrir restent inflexibles. Ils demandent le départ des généraux. Demain, une manifestation monstre est prévue. Alors, assiste-t-on à une autre révolution? Élément de réponse dans ce journal. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Le contexte de la crise l'exige et le nouveau Sénat, à gauche, l'applique. Jean-Pierre Bel, le nouveau président du Sénat, a présenté aujourd'hui lors d'une conférence de presse un plan d'économie dans le but, dit-il, de rendre cette assemblée plus transparente et plus modeste. Les détails avec Alexandra Colino. Ce sont des histoires de chiffres qui ne passionnent pas le nouveau président du Sénat. Je suis arrivé ici en tant que responsable politique. Je ne suis pas arrivé ici pour être le superintendant du Sénat qui doit se préoccuper de la cave, du grenier, se demander s'il ne faut pas repeindre la façade. Ce n'est pas tout de même l'essentiel de mes préoccupations. Pas l'essentiel, mais l'une des premières annonces depuis son élection. Le budget du Sénat de près de 330 millions d'euros sera réduit de 3%. Concrètement, les frais de déplacement des sénateurs, notamment dans le cadre de groupes d'amitié, seront diminués de 20%. Certains travaux seront gelés. Du côté des dépenses, outre la création du nouveau groupe parlementaire des Verts, il faudra financer une nouvelle commission permanente sur le développement durable. Chiffrée à 280 000 euros par Jean-Pierre Bel, elle fait grincer les dents de la nouvelle opposition. À mon avis, c'est une dépense inutile, surtout d'opportunité, pour donner des postes à certains qui en réclament. Jean-Pierre Bel veut aussi un Sénat transparent. Le budget sera désormais débattu en séance plénière. L'ordonnance de 1958 ne permet pas une telle disposition, mais qu'importent les modalités. Je sais que constitutionnellement, en effet, il faut revoir cette ordonnance. De quelle manière faut-il s'y prendre? Je consulterai ceux qui ont une science beaucoup plus infuse que la mienne. Dernier point évoqué ce matin, la réserve parlementaire. Le président du Sénat a estimé qu'elle devait être répartie à la proportionnelle des groupes, même s'il s'en débarrasserait volontiers. Deux groupes de travail sont chargés d'étudier ces questions de dépenses et de transparence. Le premier bilan sera rendu à la fin de l'année. Et puis, pas une présidentielle sans que ce débat ne soit évoqué. En se prononçant hier contre le droit de vote des étrangers aux élections locales, Nicolas Sarkozy a relancé une controverse vieille de 30 ans. Mais cette fois-ci, ce thème pourrait prendre beaucoup de place dans la campagne de 2012. À droite, on estime en effet que ce sujet peut cliver le débat politique. Elisa Bertholomé. Après les fraudes sociales, Nicolas Sarkozy s'attaque au droit de vote des étrangers. En renonçant à cette mesure qu'il avait précédemment défendue, le président de la République veut cliver. À l'Élysée, le mot d'ordre est sur toutes les lèvres. Il faut se démarquer de la gauche. Une posture électoraliste que condamne l'opposition. Je pense que c'est un facteur d'intégration. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy il y a 6 ans. Aujourd'hui, le candidat Sarkozy, c'est pas le président là, c'est le candidat Sarkozy, pour des raisons bassement électorales, est opposé à cette mesure. La raison, c'est l'électorat du Front National. Un récent sondage montre que 35% des électeurs frontistes se reporteraient sur Nicolas Sarkozy. Pour l'UMP, l'objectif est clair, il faut atteindre 75%. Grande opposante au droit de vote des étrangers, la droite populaire se réjouit de la prise de position du président. C'est une idée absurde, c'est une idée qui est contraire à l'intérêt national et le président de la République a bien fait de rappeler qu'il y était hostile. La proposition de loi sera examinée le 8 décembre prochain au Sénat. Elle devrait à coup sûr être rejetée ensuite par l'Assemblée nationale.
Et puis elle aura au moins réussi à attirer l'attention sur elle et sur sa candidature qui plafonne à 4% des intentions de vote. Eva Joly, désormais sous surveillance, est repartie en campagne aujourd'hui en Bourgogne. Enveloppée dans une écharpe blanche sur un manteau vert, la dame écolo réaffirme sa détermination à rester dans la course présidentielle alors que d'autres, au contraire, lui prédisent un accident électoral. On l'écoute. Nous avons besoin des ingénieurs, des électriciens, des câbleurs, de toutes les personnes qualifiées qui connaissent les centrales pour les démonter. Et avec les départs naturels, je peux dire, je prends même l'engagement, il n'y aurait pas de licenciement sec dans le secteur nucléaire. S'accrocher aujourd'hui à un secteur nucléaire dont plus personne n'en veut dans le monde, c'est comme s'accrocher à la ligne Maginot ou au Minitel. Et puis c'est un mini-sommet pour une maxi-crise. Après la réunion Sarkozy-Merkel-Monti à Strasbourg tout à l'heure, les marchés financiers ont connu un léger repli. La réunion n'a pas permis de percée décisive, Berlin refusant toujours que la BCE vole au secours des États en faillite. Mais à force de rappeler que cette banque centrale est indépendante et qu'elle doit le rester, l'Allemagne se prépare peut-être à évoluer sur la question ou pas. On demandera l'avis dans un instant de Michel Cantu, notre invité, mais d'abord les faits avec Bérengère Danglas. Habitué depuis des mois à se côtoyer en tête-à-tête, le couple Mercosi accueillait aujourd'hui un troisième homme, Mario Monti. Une invitation en forme de parrainage pour le nouveau chef de gouvernement italien. Mais c'est bien entre la France et l'Allemagne que s'est joué le duel. Et l'Allemagne semble avoir remporté cette partie. Nicolas Sarkozy a affiché sa priorité, sauver la monnaie unique, quitte à abandonner de la souveraineté. Pour renforcer la discipline budgétaire des pays en crise, l'Allemagne réclamait depuis plusieurs jours une modification des traités européens. Un processus entériné aujourd'hui par le chef de l'État. La France et l'Allemagne, dans les jours qui viennent, feraient des propositions de modification, des propositions communes de modification des traités pour améliorer la gouvernance de la zone euro. Si la France a cédé sur ce point, l'Allemagne, elle, n'a fait de son côté aucune concession. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour que la Banque centrale européenne rachète toute la dette des pays les plus fragiles par l'intermédiaire d'eurobonds, la possibilité en a une fois de plus été écartée. Tout en insistant sur l'indépendance de la BCE, la chancelière Merkel a réitéré son hostilité aux eurobonds. Si nous faisons des pas en direction d'une union fiscale, à savoir qu'il y ait des possibilités de recours par rapport au pacte de stabilité et de croissance, cela peut être une étape, mais ce n'est pas un préalable pour que je change ma position que j'ai expliquée hier devant le Bundestag. De son côté, en bon élève, Mario Monti a confirmé son engagement à ramener son pays à l'équilibre dès 2013. Ses homologues français et allemands sont invités à venir vérifier à Rome les efforts entrepris. Et nos invités sur ce sujet dans un instant, Michel Cantu, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ancien directeur général du FMI et gouverneur honoraire de la Banque de France. Notre entretien est à suivre, mais d'abord la chronique économique avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, pourquoi cette rencontre, ce sommet tripartite, a-t-il peu ou pas rassuré ? Alors d'abord parce que c'est très bizarre, les marchés financiers se sont dit déçus, mais qui leur a demandé d'avoir de l'espoir par rapport à cette rencontre qui avait lieu? Mais enfin en tout cas c'est ce qui s'est passé puisque la journée commence plutôt bien à la bourse, notamment de Paris, plus de 2%, et puis dans la journée finalement ça s'est effiloché parce que les réponses qui étaient posées par ces fameux marchés n'avaient pas reçu les questions qui étaient posées, n'avaient pas reçu les réponses attendues. Alors il y avait deux problèmes, ça vient d'être expliqué, les fameux eurobonds. Et Madame Merkel a dit, enfin si on crée des eurobonds, cela aura tendance de niveler les taux d'intérêt, de masquer les disparités entre les différentes économies, et ça ne serait pas une bonne chose. Donc pour l'instant en tout cas, elle n'en veut pas, ces fameux eurobonds qui sont des emprunts mutualisés sur les 17 pays de la zone euro. Sur la Banque centrale européenne, pareil, elle a dit, puisqu'on parlait maintenant de réforme de statut à l'intérieur de l'Union européenne, elle a dit que cette réforme de statut ne concernerait pas la Banque centrale européenne. Et là aussi donc, alors que tout le monde demande à ce que la Banque centrale intervienne pour acheter ses dettes, pour soutenir les déficits de ces pays, il n'en a donc pas été question. En revanche, il a bien été question de changement de statut et on sait, puisqu'après les déclarations de M. Barroso hier, les déclarations de Mme Merkel au Bundestag, que cela impliquera une plus grande surveillance,
une meilleure gouvernance entre les pays européens. Et peut-être que ce préalable posé, cela permettra d'avancer peut-être encore un peu plus loin, mais rien n'est sûr. Revenons, Jean-Louis, sur la position allemande, sur le rôle et le statut de la BCE. On parle, dans les différents éditos, on l'a lu ce soir, d'intransigeance allemande. C'est la réalité ou c'est un fantasme? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a s'il y a une intransigeance allemande ou si les Allemands sont tout simplement allemands. C'est pareil pour le laxisme français. Est-ce qu'il y a un laxisme chez nous ou si tout simplement nous serions français? Ça apparaît comme une intransigeance. D'abord, il y a un problème culturel, je crois, qui est peut-être mal perçu en France. Les Allemands sont une culture juridique. N'est-ce pas? Le traité, c'est le traité. L'écrit, c'est l'écrit. Le droit, c'est le droit. Et ça, c'est profondément imprégné dans leur culture. Et je pense qu'il y a des arguments là-dessus. C'est-à-dire que quel pourrait être le moyen de respecter un traité qui était signé entre les différents si on commence à avoir des interprétations multiples. Cela dit, sur la question de la Banque centrale européenne, il y a des spécialistes, je ne sais pas ce qu'en pense M. Candessus, mais il y a des spécialistes qui vous disent que rien n'interdit dans les traités que la Banque centrale européenne soit acheteuse de dettes européennes. Rien n'y est écrit précisément, mais rien ne l'interdit. Donc cette façon juridique est quand même importante. Et puis un aspect économique. Les Allemands savent très bien que si on crée des eurobonds, quel va être le garant de tout ça? C'est quand même fondamentalement eux. Donc il est un petit peu quelque part normal qu'ils posent un certain nombre de conditions pour qu'on puisse avancer peut-être un peu plus loin. Alors justement, l'avis, le regard de Michel Cantu. Est-ce que selon vous, de ce que vous savez d'ailleurs des Allemands, de ce que vous avez vu analyser de ce sommet, est-ce que l'Allemagne ne bougera pas sur le rôle de la Banque centrale européenne? Écoutez, je n'en sais rien. Je partage entièrement le point de vue qui vient d'être exprimé. Les Allemands ont une culture juridique. Ils ont la religion des textes et des accords. Ils ont tout à fait raison de ne pas plaisanter avec les textes aussi fondamentaux. Et en aurait-il la tentation qu'ils ne pourraient pas succomber à cette tentation parce qu'ils ont derrière eux la Cour constitutionnelle de Karlsruhe et qui y mettrait bon ordre immédiatement. Ce que je pense, c'est que, et ce qui fait l'extrême complexité du problème auquel nous sommes confrontés, c'est que c'est la première fois que notre Union, notre Banque centrale, est confrontée à une crise semblable. Or, dans les statuts de la banque, dans ses travaux préparatoires, on n'a pas beaucoup songé à se poser la question du prêteur de dernier ressort. On peut dire pas du tout d'ailleurs. La Fédérale Réserve est prêteur de dernier ressort, la Banque d'Angleterre l'est aussi, la Banque de France peut-être l'aurait été dans d'autres circonstances. Donc la question est posée aujourd'hui. Elle est posée aujourd'hui dans un contexte de panique, oui, d'urgence. Justement, Michel Cantu. Il y a une sorte nous sommes en ce moment dans une espèce de spirale du lugubre, n'est-ce pas? Toute nouvelle, toute information, y compris un sommet qui aura peut-être des conséquences positives, est immédiatement interprété comme c'est nul. On est dans le défaitisme, c'est ce que vous êtes en train de dire. On est dans le défaitisme. Et donc il faudra qu'un moment, j'espère, prochain vienne pour nous en sortir. Le problème, c'est que nous parlons et les présidents ont parlé d'un changement du traité, ça prend du temps. Or, la crise actuelle nous oblige à agir vite et à convaincre le marché. L'Allemagne qu'on érige en modèle, Jean-Louis nous en parlait hier, elle a connu beaucoup de difficultés. Elle a connu des difficultés sur le marché obligataire hier. Est-ce qu'elle n'est pas prête en ce moment à des compromis parce que finalement, elle peut avoir des pieds d'argile comme les autres pays européens? C'est bien possible, c'est bien possible. Elle est consciente, peut-être plus que d'autres, de ses faiblesses. Elle a été longtemps dans le déni, elle aussi. Aujourd'hui, elle est confrontée à une crise dont elle sent bien qu'elle la concerne elle aussi. Et donc, en effet, les réflexions vont bon train en Allemagne. Ce que je pense, c'est que nous ne devons pas attendre que les Allemands se décident, acceptent de pactiser, d'échanger. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? On ne va pas bousculer les Allemands. Il faut le plus vite possible dire la vérité. Il faut le plus vite possible annoncer dans notre pays ce qui se fera au cours des prochaines années. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit annoncer en France? Eh bien, il faut annoncer le plus vite possible que nous allons sortir de la spirale, l'autre spirale, celle de l'endettement. Il faut
faire comprendre au marché que maintenant c'est pour de bon que nous sommes engagés. Et c'est la raison pour laquelle je crois beaucoup à la règle d'or qui est encore discutée. Je crois aussi si vous me permettez, ce sont des mots. La France se bat pour maintenir la tête hors de l'eau. Est-ce qu'elle s'en donne les moyens? Il y a eu 2 plans de rigueur. Est-ce qu'ils sont suffisants pour calmer les marchés et rassurer Bruxelles? J'observe que et le Fonds monétaire et la Commission européenne ont dit que c'était là des programmes importants qui faisaient ce qui était requis, ce qui était nécessaire à ce moment-là. Il se trouve évidemment que les perspectives de croissance se sont dégradées, que par conséquent il faut recaler tout ça. Je pense surtout que ce qui est important, ce n'est pas tellement de rajouter ici 2 ou 3 recettes de plus et supprimer là telle ou telle dépense. C'est le cas? Ce sont des ristournes, c'est le cas? Non, il y a mille petits sujets dont on pourrait parler et dans les 2 cas. Je crois qu'il faut que l'on sache clairement où l'on va. Est-ce que oui ou non nous sommes décidés à sortir de la spirale d'endettement? C'est-à-dire, est-ce que oui ou non nous allons nous engager d'ici 4 ou 5 ans à être à 0 déficit structurel? Est-ce que nous sommes prêts à changer radicalement? Mais selon vous, on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on emprunte cette voie de la sagesse, selon vous? Écoutez, un peu, à mon avis, pas assez. Jean-Louis. Est-ce que vous croyez à l'éclatement de l'euro? Je n'en crois rien. Peut-être tel ou tel pays décidera de partir, bien que les textes ne le prévoient pas. Ça serait suicidaire pour lui, mais pas mortel pour l'euro. L'euro se porte bien, merci. Je rencontre beaucoup d'industriels français qui me disent qu'il est encore trop cher, qu'il est encore trop solide. Je pense que l'euro persistera, heureusement d'ailleurs, parce que c'est un élément majeur de ce qu'est devenu l'Europe. Et lorsque l'on pense à ce que devra être le système monétaire international dans 10 ans, lorsque la Chine sera devenue une puissance majeure, il faudra que le monde soit organisé d'une manière tripolaire. Si l'euro disparaît, nous disparaîtrons avec lui. Michel Cantu, je vais vous faire écouter sur ce sujet François Bayrou, que vous connaissez bien, vous l'aviez soutenu en 2007. Il était tout à l'heure l'invité de TF1, c'est le grand pourfendeur de la dette. Il critique le gouvernement et propose ses propres pistes. On l'écoute. C'est rustine après rustine. Et moi, ma certitude, c'est que ça ne pourra se faire que dans un plan d'ensemble. On dépense actuellement 1050 milliards de dépenses publiques en France. C'est 50 milliards de trop. Et on a des rentrées qui sont inférieures aux dépenses. Il faudra donc mettre 50 milliards de plus de rentrées. Comment on peut les répartir? Il y a 3 grandes séries de dépenses publiques. L'État, la sécurité sociale et les collectivités locales. La proposition que je fais, c'est 20 milliards pour l'État, 20 milliards pour la Sécu, et c'est assez faible parce que la Sécu, c'est plus de 600 milliards de dépenses publiques. Michel Cantu, est-ce que c'est là le langage de vérité? Écoutez, je ne vais pas discuter les chiffres. Monsieur Bayrou a certainement des chiffres meilleurs que ceux que j'ai en tête. Mais en effet, la nécessité de faire des économies sur l'État, sur les collectivités locales et sur la sécurité sociale est évidente. Une parenthèse politique sur la campagne. François Bayrou s'est déclaré officiellement ce soir candidat en 2012. Personne n'en doutait. Vous l'aviez soutenu en 2007. Est-ce qu'il est toujours, selon vous, bien le mieux placé, justement quand il porte ces thèmes-là? Il faudrait savoir quels sont les autres candidats. Vous ne vous doutez pas des autres? On en connaît quelques-uns, mais on ne connaît pas son programme, on ne connaît pas ceux des autres, et la campagne n'est pas encore ouverte. Mais il est crédible sur ce sujet-là qu'il a défendu depuis très longtemps, écoutez, la dette? il accorde en lui cette persévérance et cette ténacité à défendre des thèmes qui ne sont pas populaires. Alors en 2004, Michel Cantu, à la demande du ministre d'ailleurs de l'économie, Nicolas Sarkozy, vous aviez rédigé un rapport, le rapport Cantu, intitulé « Le sursaut vers une nouvelle croissance de la France ». Ça c'était en 2004, en 2011. Le titre, ça pourrait être le rebond. Ah bon? C'est l'espoir alors? Je crois profondément au fait que notre pays sortira, en tout cas peut sortir, et peut se donner les moyens de sortir. Ça sera difficile, cette crise est extrêmement grave, parce qu'elle cumule en effet la spirale de la défiance et la spirale de l'endettement, dans un contexte européen lui-même fragilisé par le fait que tout le monde a trop attendu pour prendre les mesures nécessaires.
mais je crois que notre pays a les atouts pour s'en tirer et par-dessus le marché, il n'a pas le choix. Alors, puisque vous parlez d'espoir, je retiens ce mot et de Rombon. On va finir avec ces images, ces belles images aujourd'hui de la remise du prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. C'était donc tout à l'heure en présence de l'ancien président de la République pour la remise du prix. Vous faites partie, Michel Cantu, de ce jury qui a donc récompensé, je vais vous laisser nous dire les deux noms, deux grandes femmes. De tout premier ordre, la Canadienne Louise Arbour, qui a été le premier procureur général de la Cour de justice internationale dans les cas de la Yougoslavie et dans le cas du Rwanda. Son rôle a été, et du Kosovo, son rôle a été absolument essentiel par la manière, l'intelligence, la pugnacité avec laquelle elle a exercé ses fonctions. Désormais, il n'y aura pas de dirigeant criminel dans le monde, qui puisse être tranquille et qui puisse être assuré d'échapper à une justice. La deuxième lauréate, en un mot. La deuxième lauréate est une femme merveilleuse. C'était une femme qui a été prise dans les conflits, dans le génocide de Rwanda, et qui, se trouvant dans une situation où plusieurs dizaines d'enfants allaient être assassinés, les a cachés et a été embarqué de cette manière dans un effort d'hospitalité et dans cet effort d'hospitalité portant sur des centaines et des centaines d'enfants, elle a compris qu'il fallait les éduquer ensemble, Tutsi et Hutu. C'est Maggie ou Marguerite Barantitse. Voilà, deux beaux parcours évidemment récompensés, deux femmes très méritantes. Merci magnifique, beaucoup. Et je peux vous dire qu'il y a eu un degré d'émotion quand cette femme s'est exprimée. On l'a vu avec l'ancien président de la République, je crois, ce que vous m'aviez dit. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis pour votre analyse. La suite du 22h, tout de suite, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Réveillés en plein sommeil par cet homme armé, deux géologues français ont été enlevés cette nuit à Ombori dans l'est du Mali. Les Français étaient en mission pour la Banque mondiale dans une cimenterie de la région. L'information a été confirmée dans la journée par le Quai d'Orsay et selon Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, on ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'enlèvement. Il est vraisemblable que ces deux Français, qui sont des géomètres et qui travaillaient depuis quelque temps, aient été parfaitement identifiés par des correspondants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pour l'heure, le kidnapping n'a pas été revendiqué. Après la lutte contre la fraude sociale, le gouvernement s'attaque à la fraude fiscale. Valérie Pécresse a présenté cet après-midi un nouvel arsenal de propositions pour lutter contre la fraude aux impôts. Parmi les mesures phares, celle de renforcer le fisc. Il n'aura plus 3 mais 10 ans pour rechercher et redresser les avoirs français non déclarés détenus à l'étranger. Une lutte qui rapporte, selon la ministre. Depuis 2007, l'État a déjà récupéré 50 milliards d'euros. Il conserve son mandat. Jacques Pélissard a été réélu aujourd'hui président de l'AMF, l'Association des maires de France. Il a obtenu 64% des suffrages et battu André Léniel, le maire socialiste d'Issoudun. Il a annoncé que dans 3 ans, aux prochaines élections, il laissera sa place. Un geste furtif, Barack Obama, mais appuyé au moment où elle prononce le nom de Barack Obama. C'était sur la chaîne russe REN TV, un doigt d'honneur qui lui coûtera son poste de présentatrice. La crise en Syrie continue. Ce soir, la Ligue arabe a lancé un nouvel ultimatum à Damas. Elle lui donne 24 heures pour accepter l'envoi d'observateurs sous peine de sanctions. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont également demandé de l'aide à l'ONU pour résoudre le problème syrien. Autre pays, autre crise, en Égypte, le retour au calme est fragile. Après les affrontements de ces derniers jours, l'armée s'excuse pour les morts, mais refuse toujours de quitter le pouvoir. Ce soir, elle charge Kamal El Ganzouri, ancien Premier ministre sous Hosni Moubarak, et qui a été chassé par la révolution, de former un nouveau gouvernement. Voilà, et nous parlons de la situation en Égypte avec notre invité ce soir, Alain Grèche. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et spécialiste du Proche-Orient. D'abord sur l'Égypte, la place Tahrir de nouveau en ébullition. J'ai envie de vous demander d'abord, est-ce que c'est étonnant? Non, pas vraiment.
On a été surpris par la rapidité avec laquelle le président Moubarak est tombé, mais dès sa chute, un certain nombre d'observateurs ont fait remarquer que le régime restait en place. Même si M. Moubarak a été arrêté, même si le gouvernement a été dissous, même si le parti unique a été dissous, il restait encore beaucoup d'éléments de cet ancien régime. Et puis, il y avait une interrogation concernant l'armée, c'est-à-dire quel rôle elle voulait jouer. Elle s'était présentée un peu de manière exagérée comme celle qui avait protégé le peuple contre Moubarak, alors qu'elle avait quand même participé à la répression. Oui, le peuple y a cru, parce que l'armée avait un capital de confiance qui était très important. Il est dilapidé aujourd'hui. L'armée avait un capital de confiance essentiellement parce qu'elle n'était pas un élément concret de la répression des citoyens. Mais elle l'a perdu en partie parce que durant toute cette période, elle a continué dans ses pratiques de répression les mêmes pratiques qui étaient celles de sous Moubarak, c'est-à-dire des milliers d'arrestations, de gens torturés, de gens qui parfois meurent sous la torture. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu insupportable aux gens. Plus ça a l'affirmation de plus en plus claire que même si elle quittait le pouvoir, elle voulait des prérogatives beaucoup plus importante que ce que les partis politiques étaient prêts à lui donner. Tous les partis politiques sont prêts à dire que l'armée aura une place particulière. Mais là, elle s'est donné un droit qui était quasiment celui d'écrire toute seule la Constitution et donc de rendre caduques les élections qui devaient commencer lundi prochain. Si elles sont maintenues. Et pendant ce temps-là, les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sourient, ils sont tranquilles. Écoutez, les frères musulmans, c'est la principale force organisée. Ils se sont ralliés un peu plus tard à la Révolution, mais ils ont été un élément actif de la place Tahrir pendant ces semaines-là. Et puis, on a eu l'impression qu'il y avait une espèce d'accord entre eux et l'armée. L'armée s'appuyait sur eux parce que c'est plutôt une force d'ordre et c'était une force avec qui on peut discuter. Et puis, petit à petit, les liens se sont distendus parce que les frères musulmans sont convaincus qu'ils vont être la force la plus importante du Parlement. Et je crois qu'ils ont raison, un peu comme en Tunisie. Et que, en fait, l'armée ne va pas du tout leur laisser, pas le champ libre, parce que personne ne demande le champ libre total, mais ne va pas leur laisser réellement gouverner. Alors c'est une question difficile, mais comme vous avez un regard qui balaye toute cette zone, je vais vous la poser. Vous avez vu ce qui se passe en Tunisie, installation, c'est fait du gouvernement, du nouveau président. En Libye, c'est la charia qui est installée de fait, les islamistes. En Égypte, on voit cela. Syrie, quel pays, selon vous, s'en sort ou peut s'en sortir le mieux de ce que vous voyez? Aujourd'hui, celui qui s'en sort le mieux, c'est la Tunisie, parce qu'il y a eu des élections libres. Il y a bien sûr Ennahda qui est le parti le plus puissant, mais globalement, les observateurs qui travaillaient sur ce pays le savaient déjà. Mais il y a un accord que, je dirais, on va aller vers la démocratie, vers le multipartisme, la préservation du droit des femmes. Donc je pense que de ce point de vue, il y a une situation politique plus stable, même si la situation économique et sociale reste difficile. Aujourd'hui, il y a eu encore des émeutes. Oui, tout à fait. Pour finir, peut-être une parenthèse, parce que vous êtes né, c'est pas un secret, vous êtes né au Caire. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre propre pays, l'Égypte? Là, je ne demande pas la question aux journalistes, mais à l'homme qui est né là-bas. Je rentre d'Égypte juste avant ces événements, donc je ne les ai pas vécus. Et je suis plutôt optimiste, c'est-à-dire que changer un pays comme l'Égypte, qui a 80 millions d'habitants, qui a connu des dizaines d'années de dictature, ça ne peut pas se faire en un jour et ça ne peut pas se faire de manière totalement pacifique et sans heurts. Les heurts sont normaux, je veux dire, on n'est plus habitué à ça parce qu'on vit dans des sociétés en partie apaisées, mais je dirais que c'est quelque chose de normal si on veut avancer. On retiendra alors l'espoir et l'optimisme et on en reparlera ensemble sur ce plateau. Merci beaucoup Alain Grège d'être venu ce soir, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat avec une émission bien consacrée à un sujet d'actualité après le meurtre d'Agnès. Il s'agit de toutes les lois sur les récidives. On revient sur ces très nombreuses lois dans un instant. Belle soirée à vous. Les recherches se sont poursuivies toute la journée à Lavaux-sur-Loire. Dans le plan d'eau, le cadavre mutilé de Laetitia avait été découvert mardi. Nous sommes anéantis par ce qui nous arrive. L'horreur de ce drame est inacceptable. Notre douleur est sans nom. Ces gens-là sont en liberté, c'est impossible. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, c'est une faute.
Immédiatement, ces propos présidentiels sont jugés scandaleux par les magistrats. Je le dis très sereinement, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu. Le 25 janvier dernier, Nicolas Sarkozy s'exprime après la disparition tragique de la jeune Laetitia. Un drame qui bouleverse l'opinion, d'autant plus que le principal suspect, Tony Meillon, a déjà été condamné une quinzaine de fois. Depuis sa sortie de prison, il était soumis à un suivi qui n'a jamais été mis en œuvre. Immédiatement, Nicolas Sarkozy interpelle sa majorité et lui demande de nouvelles mesures pour lutter contre la récidive. L'arsenal législatif est-il suffisant ? La justice dispose-t-elle de moyens adaptés? Le traitement de la récidive doit-il être nécessairement sécuritaire? Les reporters de Public Sénat ont enquêté. Mais avant de commencer cette émission, il nous a semblé important de vous donner quelques chiffres. Il y a aujourd'hui près de 65 000 détenus dans les prisons françaises. C'est un record historique. Parmi eux, près de 15% sont condamnés pour un viol ou une agression sexuelle. La récidive, elle, concerne 2,7% des crimes sexuels contre 4% pour l'ensemble des crimes. Enfin, 170 000 personnes sont suivies en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'elles purgent leur peine en dehors d'un établissement pénitentiaire. Jean-René Le Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UMP, spécialiste des questions judiciaires. Quand vous avez entendu le chef de l'État, comme on vient de le voir, suite à l'affaire Laetitia, demander de nouvelles mesures, une nouvelle loi à sa majorité dont vous faites partie, quelle a été votre réaction? S'il suffisait d'une loi pour régler un problème de société, ce serait vraiment très simple et malheureusement, les choses sont plus complexes. Dans la loi pénitentiaire notamment, il y a une idée très simple, qui est vraiment l'idée autour de laquelle j'aimerais qu'on axe l'ensemble des problèmes de lutte contre la récidive. La lutte contre la récidive et le travail de réinsertion sont l'avers et le revers de la même médaille. Si vous voulez effectivement réussir la lutte contre la récidive, il faut que vous réussissiez le travail de réinsertion. Quel est selon vous le dispositif le plus efficace en matière de lutte contre la récidive, et en particulier la récidive sexuelle? Que faut-il faire? Le pire de la prison, c'est lorsque la prison est un temps mort, un temps qui ne sert à rien. Parce que la personne qui va en sortir, elle va en sortir la plupart du temps pire qu'elle n'y est entrée. En outre, vous avez dans les prisons un nombre de personnes souffrant de maladies mentales lourdes qui parfois sont en danger, mais parfois aussi sont dangereuses, qui est un nombre tout à fait impressionnant. Et là aussi, il n'y a pas de liaison entre la pathologie et la durée d'incarcération. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de sanctions sans traitement? Bien sûr, il ne peut pas y avoir de sanctions sans traitement. À partir du moment, si vous voulez, où la peine de mort est abolie, bien évidemment, la prison doit être un moment qui permet à la fois un traitement pour des personnes qui souffrent de pulsions et qui ont besoin effectivement qu'on les aide à les contrôler, et également une période de réadaptation pour des personnes qui ne savent parfois ni lire